Salut les gars, ça bouge? Dans une charmante maison dans la forêt, le géologue Ish mène une vie paisible. Un matin, il décide de visiter la carrière pour chercher de la pyrite et ignore un appel de sa mère en sortant. Quelques instants plus tard, pendant qu'il travaille, un serpent le mord à la main avant de s'éloigner. Paniqué, il sort son téléphone, mais le laisse accidentellement tomber en bas de la colline. Ensuite, il utilise un couteau pour accéder plus facilement à la blessure et suce le venin. Il se précipite vers sa maison et boit de l'eau avant de s'effondrer sur le lit. Mais ensuite, il devient délirant. Quelques heures plus tard, Ish n'a pas bougé et sa main est terriblement enflée. Il peut entendre quelqu'un frapper à sa porte en hélicoptère, mais il ne peut ni bouger ni parler. Le soir, il rampe hors du lit pour obtenir plus d'eau, mais ses mouvements sont si maladroits qu'il la renverse. Alors il doit la sucer du sol. Ish appelle sans cesse sa mère, tandis qu'un message de sa part arrive sur son téléphone disant « Nous t'aimons ». Plusieurs jours plus tard, Ish se réveille en se sentant mieux et sa main est redevenue normale. Il monte dans sa voiture après l'avoir nettoyée et il doit faire plusieurs essais pour démarrer. Ish conduit jusqu'à la ville et est surpris de trouver les rues vides. Finalement, il arrête la voiture lorsqu'il découvre un corps en décomposition au sol. Il y a des voitures militaires partout et d'autres cadavres à l'intérieur de véhicules. Sur un panneau routier, il lit qu'il y a eu une pandémie mondiale et que le gouvernement des États-Unis a été suspendu. Pris de panique, il remonte dans sa voiture et allume la radio. Les nouvelles rappellent au public que le virus est hautement contagieux et mortel, donc tout le monde doit rester à l'intérieur. Lorsqu'il arrive à la maison de sa famille, Ish est dévasté de découvrir que ses parents sont décédés. Après avoir pris un moment pour pleurer, Ish enterre ses parents dans le jardin avec un baiser sur le front pour leur dire adieu. Après s'être reposé dans son lit d'enfance, Ish continue de chercher dans la ville et trouve des dizaines de corps dans l'église. Ensuite, il ramasse un tas de provisions, y compris une arme, et conduit jusqu'au pont, seulement pour le trouver bloqué. Il crie de frustration avant de prendre une autre route pour rejoindre Las Vegas, qui est également complètement déserte. Les recherches dans les bâtiments sont infructueuses, alors Ish décide de faire une pause dans un jacuzzi. Plus tard, il se rend dans un bar pour prendre un verre et laisse tomber le verre lorsqu'il est surpris par une voix. Ce sont Milton et Anne, qui expliquent qu'ils sont immunisés et coincés ici depuis le début. Milton a enregistré l'annonce sur son téléphone et la montre à Ish, qui apprend que le virus est nouveau et que personne ne sait d'où il vient, les vaccins étaient inefficaces et les gens commençaient à paniquer dans les rues. Finalement, le gouvernement a perdu le contrôle et le virus a pris le dessus sur la nation. Soudain, Ish admet que ses parents lui avaient dit qu'il y avait une nouvelle maladie, mais il n'avait pas pensé que c'était si grave. Milton et Anne lui disent que toutes les nations sont tombées. Il ne doit probablement rester qu'une poignée de survivants comme eux dans le monde. Anne avoue qu'elle a vu ses filles et son mari mourir lors d'un appel vidéo. Pendant que le duo continue de boire, Ish part prendre l'ascenseur, seulement pour réaliser qu'il n'a nulle part où aller et s'endort par terre. Le lendemain matin, il trouve Anne en train d'essayer des vêtements de luxe du magasin. Ish se demande si être en vie a de l'importance, et Anne dit que son cœur qui bat ne signifie pas qu'elle est vivante. Ensuite, le trio se réunit pour le petit déjeuner, et Ish apprend que la femme de Milton est morte ici. À l'hôtel, Ish annonce qu'il partira bientôt avec une pique de colère et quitte la table. Milton essaie de convaincre Ish de rester, disant qu'ils ont de la nourriture et un générateur. En montrant son arme à Ish, il révèle également que lorsque la nourriture s'épuisera, ils mettront fin à leur jour. Lorsque Ish souligne que le pays a suffisamment de ressources pour durer une décennie, Milton demande pourquoi quelqu'un voudrait vivre après que tout ce qui leur tenait à cœur est parti. Avant de partir, Ish demande à Anne de venir avec lui. Elle refuse, mais l'embrasse quand même, forçant Ish à la repousser. En quittant les lieux, Ish entend 2 coups de feu. Furieux, Ish roule à une vitesse dangereuse sur la route et manque de peu d'écraser un chien. Mais il s'arrête juste à temps. Voyant cela comme un signe, il nomme le chien Lucky et l'emmène avec lui. Ensuite, Ish s'arrête à la bibliothèque et rassemble tous les livres sur la survie qu'il peut trouver. Ne sachant pas quoi faire d'autre, Ish retourne dans son ancienne maison pour commencer une nouvelle vie avec Lucky. 1 an plus tard, Ish est toujours en vie. Il se maintient occupé avec des corvées et de l'exercice, mais il sent qu'il commence à perdre la tête, et parfois, il conduit sa voiture en cercle. Un matin, il entend Lucky aboyer et regarde par la fenêtre pour voir de la fumée au loin. Ish et Lucky montent immédiatement dans la voiture et conduisent en ville pour suivre la fumée jusqu'à une maison particulière. Emma apparaît sur le toit avec une arme, mais elle la pose. Lorsque Ish explique sa situation, elle l'invite à entrer et lui dit qu'elle est arrivée il y a quelques jours, partageant du thé et du pain. Ils s'entendent assez bien, alors quand Ish essaie de partir, Emma lui dit de rester pour la nuit. Le lendemain matin, Ish la convainc de venir vivre avec lui pour qu'ils puissent se tenir compagnie. Tandis qu'Emma regarde autour de la maison, Ish se débarrasse de la corde qu'il avait accrochée lorsqu'il était désespéré. Emma remarque que les rats ont envahi le garde-manger, alors ils retournent en ville pour chercher des provisions. Au magasin, ils doivent ignorer l'odeur horrible venant des corps et quelques rats. Les jours passent, et Emma et Ish trouvent une nouvelle routine. Ensemble, ils plantent des légumes et vont pêcher pour se nourrir. En ville, les animaux apparaissent dans les rues parce qu'il n'y a plus de gens pour les arrêter. Emma coupe les cheveux d'Ish et ils commencent à construire un poulailler, espérant qu'ils pourront démarrer une ferme. Finalement,
Leur relation devient intime lorsque la voiture d'Ish tombe en panne d'essence. Il doit commencer à remplir le réservoir en utilisant d'autres véhicules. En ville, il commence également à installer des panneaux solaires sur le toit de la maison. Un matin, il glisse accidentellement du toit et tombe, se blessant à la cheville au passage. Emma l'aide à rentrer à l'intérieur et s'occupe de lui tout en avouant que plus de gens lui manquent. Plus tard, alors qu'il dort, elle regarde de vieilles photos de sa famille et pleure. Quand Ish va mieux, il commence immédiatement à reconstruire. Emma annonce qu'elle est enceinte et Ish panique. Hésitant à amener un enfant dans un monde post-apocalyptique, il finit par chercher des livres sur l'accouchement à la bibliothèque, où les rats courent également partout. Quelques mois plus tard, la petite ferme du couple fonctionne bien avec plein de légumes, et même quelques poules. Cependant, Emma fait remarquer qu'elle a besoin de protéines. Alors Ish accepte d'aller à la chasse. Il trouve un tas de vaches, et après beaucoup d'hésitation, il en tire une tout en s'excusant. Puis il suit les instructions d'un livre pour la découper et récupérer la viande, qu'il ramène à la maison dans une glacière. Quelques jours plus tard, Ish termine enfin les panneaux solaires, et la maison a de l'électricité, ce qui signifie qu'ils peuvent à nouveau stocker de la nourriture dans le réfrigérateur. Emma interrompt le moment heureux en annonçant qu'elle a trouvé un énorme rat dans le sous-sol. Elle a dû le noyer pour le tuer, car leurs pièges ne sont pas assez grands pour cette taille. Un rapide coup d'œil à travers la fenêtre révèle que des centaines de rats ont envahi la ville et se dirigent maintenant vers leur maison. Ish réalise que les déchets attirent les rats, alors il se précipite dehors pour tout brûler, tandis qu'Emma tire sur les rats qui s'approchent trop près. Malheureusement, Ish doit également brûler ce qui reste de la vache. Peu importe ce qu'ils font, les rats continuent de venir. Le duo retourne donc à l'intérieur et commence à sceller chaque porte, fenêtre et trou. Emma verse également beaucoup d'eau de javel dans les toilettes. Un bruit soudain de pleurs révèle qu'ils ont oublié Lucky dehors et qu'il se fait mordre par les rats. Ish n'a d'autre choix que d'ouvrir la porte et de rapidement attraper le chien avant de se précipiter à l'intérieur. Cela ne prend qu'une seconde, mais quelques rats parviennent tout de même à entrer et Ish essaie de tirer. La balle manque sa cible car les rats bougent constamment, alors Ish commence à tous les tuer en les frappant furieusement avec son arme. Ensuite, Emma s'occupe des blessures de Lucky. Cette expérience rend Ish inquiet de perdre Emma pendant l'accouchement. Alors elle avoue finalement qu'elle a donné naissance à 2 filles sans complications. Elle a perdu toute sa famille le même jour à cause du virus. Quelques mois plus tard, l'infestation de rats est enfin sous contrôle, grâce aux chats sauvages qui rôdent dans les rues. Le couple peut enfin désempoter la maison et sortir à nouveau. Ce jour-là, Emma commence à ressentir des contractions et se prépare à accoucher. Cependant, elle découvre que l'épaule du bébé sort en premier. Ish veut trouver le livre qui explique comment gérer cela, mais Emma crie et guide Ish sur la façon de corriger la position du bébé jusqu'à ce que la tête sorte en premier. Cela aide l'accouchement à se dérouler en douceur, et maintenant ils sont les heureux parents d'une petite fille en bonne santé. Ressentant à nouveau de l'espoir pour l'avenir, Emma peint leur adresse sur un mur en ville, invitant les survivants à les rejoindre. Cela est vu par une personne mystérieuse au loin. 6 ans après le début de la pandémie. Ish conduit seul quand il heurte accidentellement un lion. Il attrape son arme et se prépare à l'abattre par compassion. Mais à ce moment-là, il remarque quelqu'un l'observant depuis les bois. Il court après cette personne et essaie de l'attraper, alors la fille essaie de se défendre. Ish recule et jure qu'il ne veut pas de mal, expliquant qu'il a de la nourriture et qu'il vit avec d'autres survivants. La fille crie à nouveau et s'enfuit. Quand Ish retourne à son camion, il découvre que le lion est parti et que la fille l'a suivi. Elle accepte la pomme qu'il lui offre et saute à l'arrière du camion. Ish emmène la fille chez lui et il est révélé que lui et Emma ont maintenant 2 enfants, Heather et Alex. Ils ont également été rejoints par 2 autres survivants, George et Maureen. Sans oublier qu'Emma est de nouveau enceinte. Tout le monde est amical envers la nouvelle fille, mais elle ne parle toujours pas et ne quitte pas le camion. Donc Ish conclut qu'elle souffre de stress post-traumatique. Cette nuit-là, la fille dort dans le camion. Le lendemain matin, Maureen apporte le petit déjeuner pour la fille, qui est effrayée et fait tomber l'assiette. Lorsque la fille attrape son poignet, Maureen remarque qu'elles ont les mêmes cicatrices et lui montre celle sur sa poitrine. Elle lui offre aussi ses cheveux à toucher, gagnant ainsi sa confiance. Ensuite, Maureen partage comment elle et George sont arrivés ici grâce au panneau et convainc la fille de prendre un bain. Pendant ce temps, Ish et George vont dans les bois et découvrent 2 cabanes très rudimentaires avec des tombes à l'arrière. Quelques instants plus tard, Maureen fouille dans les affaires de la fille. Il y a beaucoup de dessins effrayants dans un journal intime et une lettre indiquant que le nom de la fille est Evie. Maureen utilise ce nom et la fille y réagit bien. Elle accepte même des vêtements propres et une chambre pour dormir. Le soir, Maureen partage la lettre avec les autres. Elle était écrite par la mère d'Evie, qui suppliait le lecteur de prendre soin de sa fille. Lorsque la pandémie a commencé, le père d'Evie a exprimé sa frustration sur elle, et la mère était malade, donc elle ne pouvait pas la protéger. Le groupe accepte d'accueillir Maureen dans leur petite famille. Bientôt, Emma donne naissance à un adorable petit garçon nommé Joey. 1 an plus tard, le groupe passe une belle journée quand soudain l'alerte d'intrusion se déclenche. Après avoir laissé les enfants à l'intérieur avec Maureen, Ish, Emma et George prennent leurs armes et vont enquêter. Ils trouvent une femme armée nommée Molly, et après quelques échanges, tout le monde accepte de déposer ses armes. Molly leur présente ses amis John, Ezra et Raif, et ils acceptent tous d'aller à la maison. Après d'autres présentations,
Marine réalise que Jean est une musicienne célèbre. Le groupe vient de l'Oregon et affirme être parti à cause d'une épidémie de grippe. Emma leur dit qu'ils peuvent rester dans la maison voisine, mais Ish reste méfiant. Le lendemain, tout le monde se rassemble pour sortir chercher des provisions. Tous les enfants doivent rester à la maison, et Ish est très strict lorsqu'il explique les règles. Molly demande des médicaments, mais Ish lui dit qu'il n'y en a plus, donc il devrait se concentrer sur la nourriture en ville. Il y a un buffalo dans la rue, et Ish dit aux autres de simplement l'ignorer. Le groupe se sépare pour chercher de la nourriture, mais Molly ignore les règles et va à l'hôpital, où elle trouve de nombreux corps dégoûtants. Jean prend beaucoup d'alcool, et Ezra trouve une guitare pour elle. Lorsque le groupe se réunit pour partir, il remarque que Molly a disparu. À l'hôpital, Molly tombe sur un chien sauvage et utilise un extincteur pour l'effrayer. Ensuite, elle utilise le même extincteur pour casser un cadenas et accéder à un stock de secours de médicaments. Lorsqu'elle revient enfin, Ish la gronde pour avoir enfreint les règles, mais il doit se taire quand elle lui montre la quantité de médicaments qu'elle a trouvés. Ce soir-là, Jean utilise sa nouvelle guitare pour chanter pour tout le monde autour d'un feu de camp, et Ezra raconte quelques blagues de mauvais goût. Après que tout le monde soit allé se coucher, George partage son souvenir préféré avec Maureen, et ils font l'amour pour la première fois. Pendant ce temps, Jean se saoule dans la cuisine. Le matin suivant, Molly vérifie comment va Jean, qui admet avoir beaucoup bu parce qu'elle essaie de mettre fin à sa grossesse. Il est évident qu'elle fait une dépression, mais Molly promet quand même de ne rien dire à Ezra. Le temps passe et le groupe continue de vivre paisiblement. Le bébé de Jean naît en bonne santé, et bientôt Maureen a aussi son propre enfant. 14 ans après le début de la pandémie, tout le monde vit toujours ensemble comme une grande famille, et ils célèbrent l'anniversaire de Heather. Ish emmène souvent Joey à la bibliothèque, dans l'espoir de lui transmettre son amour des livres. Un après-midi, Ish et Joey remarquent que le vent souffle très fort et qu'il commence à pleuvoir, alors ils se dépêchent de rentrer chez eux. Ils s'assurent que tout le monde est en sécurité à l'intérieur, pour découvrir que Lucky a disparu. Ish part à sa recherche et découvre, dévasté, que Lucky a été tué par un arbre tombé. Emma le rejoint bientôt et ils pleurent ensemble en se serrant contre le corps. Le lendemain, Lucky est enterré dans le jardin. Plus tard, Ish regarde les enfants jouer quand soudainement un lion de montagne apparaît dans les buissons. Ish dit aux enfants de courir et saute pour les protéger. Le lion l'attaque donc à la place et commence à le mutiler. Après tant d'années de silence, Evie commence à crier à l'aide. Bientôt, les autres adultes parviennent à sauver Ish et le transportent à l'hôpital. Molly est médecin, donc elle guide le groupe pour l'aider à traiter les blessures. Elle doit pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire, RCP, sur Ish pour le stabiliser avant de commencer à refermer toutes ses plaies. Pendant ce temps, Emma se rend dans les bois et, lorsqu'elle trouve finalement le lion, elle lui tire dessus de nombreuses fois pour se venger. Lorsque Ish finit par se réveiller, Molly avoue qu'elle n'est pas complètement médecin. Elle est juste une étudiante ayant abandonné l'université. Cependant, Ish fait confiance à ses connaissances et il parvient bientôt à marcher à nouveau. Alors il retourne auprès de sa famille. Au cours de la 17e année de la pandémie, Joey est devenu un excellent pêcheur et Ish est très fier de lui, ce qui rend Alex jaloux. Rafe et Heather sont assez âgés pour chercher des provisions seuls et, en fouillant les maisons, ils sont déconcertés par beaucoup de choses du monde actuel. Ils s'entendent bien et finissent par sortir ensemble. Finalement, les deux jeunes sont impatients de voir plus de monde, et après quelques discussions, leurs parents les laissent partir. Les adolescents remplissent une voiture de provisions et d'armes pour être en sécurité à l'extérieur. Quelque temps plus tard, Ezra remarque que les plantes sont anormalement sèches pour cette période de l'année. Dans la cuisine, Evie ne peut pas obtenir d'eau du robinet de la cuisine, et est si nerveuse qu'elle casse la poignée. Un rapide voyage au réservoir révèle que l'eau est partie parce que la région connaît une sécheresse. Les tuyaux sont également rouillés et cassés car ils n'ont pas été entretenus depuis longtemps. S'il ne pleut pas bientôt, ils n'ont plus qu'une semaine d'eau, et encore, seulement s'ils commencent à rationner. À ce moment-là, ils voient deux véhicules passer, donc le groupe se précipite vers la maison au cas où ces nouvelles personnes seraient dangereuses. Quelques minutes plus tard, Charlie et Perry se présentent devant la porte avec la gourde pleine d'eau comme offrande de paix. Charlie explique que son groupe a trouvé un forage à l'extérieur du Nevada, et depuis, il fore des puits. Ils sont prêts à partager cette connaissance, alors Emma ouvre enfin la porte pour eux, et les deux groupes partagent un repas ensemble. Ish accepte d'échanger tout son carburant de rechange contre un puits, donc après le déjeuner, Charlie commence à creuser. Tout le processus prendra environ 72 heures. Dans l'après-midi, Ish et Charlie vont chasser ensemble, et Ish sursaute lorsque Charlie tire soudainement derrière lui, juste pour tuer un animal. Charlie explique qu'il est un très bon tireur parce qu'il a beaucoup d'expérience, et pas seulement sur les cerfs. Plus tard, pendant le dîner, Charlie montre ses cicatrices et regarde fixement Evie, qui répond avec un inconfort visible qu'Ish remarque. Le lendemain matin, Ish dit à Alex de ne pas aider Charlie avec le forage parce qu'il ne fait pas confiance à cet homme. Alex pense que son père est injuste et l'ignore. Ish essaie de partager ses préoccupations avec Emma, qui pense qu'il est juste paranoïaque. Un peu plus tard, Charlie a du mal à traverser une couche de roc, mais après beaucoup d'efforts, la perceuse traverse et la recherche de l'eau continue. Ish doit regarder comment sa famille s'entend avec le groupe de Charlie, au point qu'ils chantent tous ensemble. Bouleversé et confus, Ish va se promener dans les bois pour se vider la tête, mais finit par se perdre. Ce soir-là, Charlie partage ses cigarettes avec Jean, mais elle refuse l'alcool. Charlie devient plutôt insistant
et ne recule que lorsque George sort de la maison. Pendant ce temps, Emma s'inquiète pour son mari et commence à se préparer pour aller le chercher. Mais à ce moment-là, Ish revient enfin. Emma le gronde pour avoir disparu sans dire un mot, et Ish admet qu'il est inquiet de ce qui pourrait se passer s'il trouve de l'eau. Le lendemain, la perceuse pénètre enfin assez profondément et l'eau jaillit du sol. Pendant que tout le monde célèbre, Ish dit à Charlie de prendre le carburant et de partir, mais Charlie dit qu'il aime cet endroit plus qu'il ne le pensait. Après que le puits soit correctement installé, Ish organise une fête pour célébrer, mais reste inquiet. Emma demande à Perry où son groupe ira ensuite, et Perry dit qu'elle ne sait pas car Charlie aime vraiment cet endroit. Plus tard dans la nuit, Ish entend une femme crier et regarde autour pour découvrir Charlie sortant du cottage d'Evie, tandis que son ami Silas monte la garde. Charlie ignore les préoccupations d'Ish et retourne à son camping-car où Perry est aussi en colère contre lui. En même temps, Ish se rend au cottage et trouve Evie en pleurs parce que Charlie a abusé d'elle. La famille d'Ish se réunit pour discuter de la manière de gérer Charlie. Ils ne pensent pas pouvoir simplement l'envoyer, car il reviendra probablement. Ils n'ont donc pas d'autre choix que de le tuer. Une dispute éclate, car certains pensent que c'est de la légitime défense, tandis que d'autres pensent que c'est un meurtre. Ils décident de voter, et tout le monde dit oui, sauf George, qui change son vote lorsque Marine insiste. Ensuite, Ish va à la recherche de Charlie, et lui demande de partir. Lorsque Charlie refuse, la famille l'entoure et Ish frappe la tête de Charlie avec un marteau. Une fois Charlie à terre, Ish continue de lui fracasser furieusement la tête jusqu'à ce qu'il soit mort. Ezra doit arrêter Ish alors qu'il perd la raison et répète sans arrêt « Nous devions le faire ». Ensuite, Ish essaie de laver tout le sang du marteau, commentant l'ironie que le sang appartient à la personne qui leur a donné de l'eau. Emma réconforte Ish et lui dit qu'il a fait ce qu'il devait faire. Le lendemain matin, le corps de Charlie est jeté à l'océan. La famille dit à Perry que Charlie est parti, mais elle et son groupe peuvent rester. Perry comprend le vrai sens et est en fait soulagée, car elle est aussi une victime de Charlie. Ensuite, ils informent le reste du groupe que Charlie est parti, et Silas se met en colère en disant que Charlie ne change jamais ses plans. Alors que le groupe d'Ish prépare ses armes au cas où Silas réagirait, Corey souligne que c'est une bonne chose que Charlie soit parti et le reste de son groupe le soutient. Silas les traite tous de lâches et quitte la communauté. Lorsqu'Alex sort de la maison et demande ce qui est arrivé à Charlie, Ish lui dit qu'il est parti parce qu'il a entendu Evie. Alex ne prend pas bien la nouvelle. À ce moment-là, Silas revient et demande à rester parce qu'il n'a nulle part d'autre où aller, soulignant qu'Ish a été le premier à avoir le courage de combattre le contrôle de Charlie. Cependant, Ish ne le laisse pas entrer, disant que Silas est aussi responsable pour avoir monté la garde pour Charlie au lieu d'avertir la famille. 20 ans après le début de la pandémie, il est clair que la Terre se rétablit grâce à l'absence des humains. Joey et Corey ont travaillé dur et ont réussi à construire une version modifiée de l'avion de Da Vinci. Il nécessite encore quelques ajustements, mais ils espèrent pouvoir bientôt le faire voler. Tout le monde est excité sauf Alex qui est toujours jaloux. Le soir, Joey avoue qu'il ne se sent pas bien et Ish prépare une concoction de racines pour lui. Cependant, au milieu de la nuit, Joey se rend dans la chambre de ses parents, couvert de sueur, et s'évanouit soudainement. Ish court chercher Molly et découvre que Corey et d'autres membres sont également malades. Molly souligne que cela progresse trop vite pour être un simple rhume et soupçonne que cela pourrait être lié au virus d'origine. Ish commence à se disputer avec elle sur la façon de procéder, mais ils sont interrompus lorsque Perry arrive en disant qu'elle est aussi malade. Bientôt, toute la maison aide Molly à s'occuper des malades. Encore dans le déni, Ish s'occupe de Joey dans sa chambre et a une vision de Charlie les observant. Avec le temps, Ish passe la majorité de ses heures assis à côté de Joey, ce qui rend Alex en colère car il sait que son père ne serait pas aussi inquiet s'il était celui qui était malade. Un peu plus tard, Heather revient, mais elle est seule parce que Rafe est mort. Elle peut voir que ses parents sont fatigués et prend le relais pour surveiller Joey. Peu importe combien de jours passent, Joey ne s'améliore pas et Ish pense qu'il est puni par Dieu pour avoir tué Charlie. Devenu désespéré, Ish décide de découper un trou dans la barrière du pont assez grand pour lui et un vélo. Il peut enfin traverser le pont et atteindre la grande ville, recouverte de plantes. Il se précipite à l'hôpital et, après avoir forcé quelques portes, trouve beaucoup de médicaments. Pendant ses recherches, il a de nouveau une vision de Charlie et sa culpabilité continue de le hanter. Ish décide de s'arrêter à la chapelle et demande à Dieu de le prendre lui à la place de Joey. À la maison, Heather partage son voyage avec les autres. Elle et Rafe ont conduit vers le nord mais n'ont trouvé personne. Ils ont pu voir la plage et admirer sa beauté, mais les villes étaient mal entretenues et pourries. Un jour, ils ont vu des chiffres avec une flèche peinte sur un bâtiment. Ils ont commencé à les suivre et ont trouvé les mêmes flèches peintes sur d'autres bâtiments, des arbres et même des rochers. Mais elles ne les ont jamais menés nulle part. Finalement, ils ont décidé de rester quelques jours au sommet d'une montagne. Soudain, ils ont entendu un bruit et un homme étrange est apparu dans les bois. Heather a essayé de le suivre, mais il s'est enfui. Quand le couple est retourné à leur tente, l'homme est réapparu et a attrapé Rafe par derrière. Rafe a essayé de se battre, mais l'homme a riposté en le poignardant avec un couteau. Une Heather furieuse a immédiatement lancé une hache sur lui, le tuant. Rafe n'a eu que le temps de dire au revoir avant de mourir. Après l'avoir enterré, Heather a commencé à rentrer à pied parce que sa voiture est tombée en panne. Entendre tout cela fait que John recommence à boire. Dès qu'Ish revient, il commence à préparer une transfusion sanguine, espérant transmettre son immunité à Joey.
Heather le calme immédiatement et lui conseille de ne pas prendre de mesures extrêmes trop rapidement. Ensuite, elle lui dit d'aller voir Molly parce qu'elle a créé un nouveau médicament à base de yucca. Ish récupère Joey et l'emmène voir Molly, qui explique que le médicament peut prendre quelques jours pour faire effet. Comme Joey a une fièvre brûlante, Ish lui donne un bain glacé. Quelques jours plus tard, tout le monde commence à se sentir mieux. Molly explique que c'est une souche du virus d'origine et qu'elle ne peut le traiter qu'à cause de sa faiblesse. Pendant ce temps, Corey demande à Heather une description de l'homme qui a tué Rafe et réalise que c'était Silas. Maintenant, il doit décider de garder le secret ou non. Malheureusement, le médicament ne fonctionne pas sur Joey, qui dit ses derniers mots à ses parents et meurt dans son lit. Ish ne le prend pas bien et sort à toute vitesse de la maison, ignorant les préoccupations de sa famille. Il trouve le panneau qu'Emma a peint il y a des années et le recouvre. Ensuite, il se rend à la bibliothèque et commence à jeter et détruire des livres dans un accès de rage. À la maison, ils enterrent Joey avec quelques autres personnes qui n'ont pas survécu au virus non plus, et ils organisent une petite cérémonie funéraire. Plus tard, Emma trouve Ish encore à la bibliothèque avec une allumette à la main. Elle lui rappelle que tout était déjà perdu avant Joey, mais qu'il a encore d'autres enfants et amis pour lesquels vivre. Cela le convainc de retourner à la maison, mais il ne sait toujours pas comment vivre à nouveau. Quelques jours plus tard, Ish part en randonnée et trouve une vue magnifique du lever de soleil parfait qui montre ce que le monde est devenu lorsqu'il... De retour, il dit aux enfants qu'il s'est complètement trompé. Il a essayé de leur enseigner des leçons du monde d'avant, mais maintenant ils vivent dans un endroit différent. Ish annonce qu'ils n'ont plus besoin de lui pour les enseigner car le monde est maintenant leur professeur. Un an plus tard, Ish se force enfin à entrer dans la chambre de Joey. En ramassant toutes les choses inutilisées, il découvre le journal de Joey. Le garçon voulait retrouver plus de gens, même si Ish n'était pas d'accord, et il avait commencé à concevoir un schéma de radio avec sa propre antenne. Voulant célébrer l'héritage de son fils, Ish dit aux autres qu'ils ont un nouveau projet à réaliser ensemble. Finalement, la radio est terminée et l'antenne est installée sur le toit de la maison. La machine fonctionne, mais pour l'instant, personne ne répond. Ish passe chaque heure éveillé à essayer chaque fréquence, espérant que quelqu'un finira par répondre. Un après-midi, Emma le convainc de faire une pause, et ils rejoignent une partie de baseball que les autres jouent en utilisant des objets aléatoires de la maison. Ils passent un après-midi plein d'amusement, mais Heather ne peut s'empêcher de se demander pourquoi un jeu de balle a tant de chiffres. Ish explique que dans le monde d'avant, tout le monde était obsédé par les statistiques, mesurant et classant tout. En entendant cela, Heather se souvient des chiffres avec la flèche, et Ish réalise que ce sont des fréquences. Le groupe se précipite vers la radio et essaie les chiffres de Heather. Après quelques minutes de silence, ils obtiennent enfin une réponse. Il y a une communauté de 77 membres à moins de 100 miles dans ce qui était autrefois un parc d'État. Après quelques discussions, le groupe d'Ish invite ses survivants à rejoindre leur communauté. 50 ans après le début de la pandémie, Ish, un vieil Ish, passe son marteau au fils aîné de Heather. Ish lui dit que sa dernière leçon est que les hommes et les femmes vont et viennent, mais la Terre demeure. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.